Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes mercredi 8 juillet, je suis ravi de vous retrouver. Nous allons bien sûr aborder l'actualité du moment, c'est-à-dire le nouveau Premier ministre et le gouvernement. Mais je voulais vous informer de quelques brèves d'actu qui pour certaines sont passées un peu complètement à côté. Et j'aime bien un petit peu aller chercher des infos légèrement différentes. La Chine, selon CNN, les autorités locales auraient déclaré au journal China Daily qu'il existait bel et bien un risque d'épidémie de peste humaine qui se propage dans la ville. Les autorités ont également insisté sur le fait que le public devrait améliorer sa capacité d'autoprotection et signaler rapidement les conditions sanitaires anormales qu'il pourrait y avoir. Dur. Toujours épidémie, le Covid. Alors il semblerait que des personnes venant de l'Algérie, alors on a accepté l'arrivée d'Algériens visitant leur famille, et ces personnes seraient malades depuis plusieurs jours. Et donc c'est complètement irresponsable de faire venir ces gens, de les laisser pénétrer sur le territoire français. Ils auront tout le temps nécessaire pour contaminer plusieurs personnes avant de partir. Je pense que c'est quand même la moindre des choses d'avoir l'intelligence de vérifier les personnes qui viennent d'outre-mer et de vérifier qu'elles ne sont pas malades. Bon, une info relativement abjecte. Les deux infirmiers d'un EHPAD toulousain ont été mis à pied du jour au lendemain, fin mars, parce qu'ils réclamaient des masques en pleine pandémie et ils restaient dans l'attente de la suite de l'instruction de leur dossier. Leur licenciement est désormais officiel. Depuis des mois, ils ne dorment plus, mais ils se sentent soutenus, effectivement. On avait appris le 21 avril par le journal local le surprenant traitement réservé à deux infirmiers de l'EHPAD de la Sépierre qui avaient été mis à pied fin mars, en pleine crise sanitaire. Selon leurs avocats, ils auraient payé le fait qu'ils avaient des demandes récurrentes d'avoir accès au stock de masques de l'établissement. De permanence, le week-end des 21 et 22 mars, ils avaient insisté, redoublé vraiment, car ils avaient vu 5 résidents présenter des symptômes de diarrhée, et donc ils s'inquiétaient sur l'arrivée du Covid dans leur établissement. Donc ils voulaient se protéger avec des masques. Évidemment, la semaine qui a suivi, tous les deux ont été priés de quitter leur poste. Et il y a une jeune femme de 53 ans qui craint de ne plus jamais retrouver son travail. Et puis son collègue également, Younes. Voilà, ces deux personnes se remettent difficilement d'avoir simplement fait leur métier de soignant et d'être comme ça virés comme des malpropres. Bon, une chose, un député en moins pour En Marche. Vous ne le saviez pas, mais la nouvelle ministre déléguée à la ville, Nadia Haye, avant d'entrer au gouvernement, a démissionné, mais en douce, en catimini, de son siège de députée. Elle est députée de la 11e circonscription des Yvelines. Elle avait été élue dans la circonscription donc, de Trappes en 2017. Normalement, lorsqu'un parlementaire rentre au gouvernement, c'est son ou sa suppléante qui lui succède, qui prend sa place. Le problème, c'est qu'il est hors de question que le suppléant prenne la place. Pourquoi ? Parce que le suppléant en question s'appelle Moussa. Et c'est pas parce qu'il s'appelle Moussa, il s'appelle Moussa Ouarous. Mais il est soupçonné d'être impliqué dans un trafic de drogue international. Il a été mis en examen en août 2019 pour importation, transport, détention de produits stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs dans le cadre d'une enquête portant sur un vaste trafic de cannabis entre la France et le Maroc. Donc, il faut qu'elle a démissionné avant son entrée au gouvernement pour qu'ainsi il y ait de nouvelles élections localement sur ce secteur, sur ces 11e circos. Voilà, ce qui en dit donc quand même sur le choix des candidats En Marche. Voilà. J'ai eu l'occasion de voir une vidéo de Nicolas Dupont-Aignan qui nous relatait que, je crois que c'était à Bordeaux, il me semble, un individu faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire
mais qui se trouvait toujours en France, avait agressé un policier au couteau. Et le procureur, qu'est-ce qu'il nous dit? Un simple rappel à la loi. Et le délinquant n'est toujours pas expulsé. Voilà. Il n'a pas sa place en France, cette personne. Il y a une obligation de quitter le territoire, et en plus, il menace les gens avec un couteau. Donc c'est tout de suite, ah ben, attendez, vous avez gagné votre ticket de première classe, on va tout de suite vous mettre, dès le lendemain, dans le premier avion en partance pour votre pays d'origine. Eh ben non, il va pouvoir continuer à traîner en France pendant quelques mois, voire, si c'est un maniaque du couteau, il trouvera bien le moyen d'agresser une femme ou quelque chose comme ça, puis voilà, bon, bref. Voilà, l'imbécilité de la France. C'est tout. Après, il n'y a pas besoin d'être de droite, de gauche, d'être raciste, antiraciste. Bon, ce monsieur n'a pas rien à faire, et en plus, il a montré qu'il ne faisait rien pour justement faire profil bas et s'adapter à la France. Au contraire, il menace les forces de l'ordre. Voilà, c'est tout. Bon, bref, basta. Bon, à dégager. Et il y en a combien comme ça? Il y en a des centaines et des centaines, c'est tout. Bien, en fait, oui, alors, c'est hier, il y avait déjà des manifestations sur Lyon de collectifs, de féministes, accompagnés d'hommes également, bien sûr, qui manifestaient par rapport à la nomination de Gérald Darmanin. Parce que la plainte pour viol visant le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, semble évoluer dans le bon sens. Et donc, cette plainte, d'après ce qu'on nous dit, n'a pas fait obstacle à la promotion d'un ministre qui aspirait à plus, a indiqué lundi l'entourage du président. Il semble que les choses vont dans le bon sens, a déclaré cette source sans autre précision. Parce que l'Élysée ne fait jamais de commentaires sur les affaires en cours. Et il a le bénéfice du doute et de l'innocence. Et donc, effectivement, hier, c'était le collectif Collage Féministe Lyon qui avait organisé une manifestation de soutien. Parce qu'ils nous disaient qu'elles voulaient hurler leur rage. Nous disait ce collectif. Alors, je vous rappelle qu'il y a quand même deux affaires. Donc, ce nouveau pensionnaire de la place Beauvau fait l'objet d'une plainte pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. Excusez-moi du peu. En juin, la Cour d'appel avait ordonné la reprise des investigations sur ces accusations datant de 2009, après 2 ans de procédure judiciaire. La femme à l'origine de la plainte avait contacté M. Darmanin, qui était à l'époque chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP, pour lui demander de faire annuler une condamnation de 2004. Ouais. Elle reproche à l'ancien élu Les Républicains de lui avoir fait croire qu'il l'aiderait en échange de faveurs sexuelles. Ah, Gérald Darmanin assume avoir une relation sexuelle avec la plaignante, mais explique qu'elle était librement consentie et à l'initiative de celle-ci. Et rappelons-nous qu'une autre femme avait porté plainte contre le ministre pour abus de faiblesse. Elle lui reprochait d'avoir demandé des faveurs sexuelles en échange d'un logement. Ah, oui. Voilà. Donc, effectivement, déjà, on a 3 ministres déjà qui se démarquent un peu. Donc, Darmanin, accusé de viol. Le ministre de la Justice, on va en parler. Et puis, on a un autre qui s'appelle Dussault, et qui est le ministre chargé des comptes publics. Ben, lui, il est sous le coup d'une enquête pour corruption et prise illégale d'intérêt. Je dis ça, je ne dis rien, mais bon, c'est quand même assez interpellant, si vous voulez. Bon, une triste nouvelle également qui montre un petit peu l'état de violence actuel et le fait qu'il n'y a plus aucun respect. Une gendarme, Mélanie Lémé, 26 ans, d'ailleurs une sportive qui avait fait des championnats de judo, je crois, a été violemment percutée par un chauffard qui lui a foncé dessus pour éviter un dispositif d'interception dans le Lot-et-Garonne. Évidemment, cette jeune femme est décédée. Voilà. Tous les gens qui portent un uniforme sont devenus des cibles également. Un exemple, mais il y en a, on pourrait en sortir des dizaines tous les jours. À Lyon, un dimanche matin, 2 policiers municipaux à moto interviennent dans le 1er arrondissement après un appel de riverains pour tapage nocturne. C'est au milieu de la nuit. Bon, arrivé place Colbert, ils sont agressés par les auteurs du tapage. Un individu met à terre l'un des motards, il l'a roué de coups. Le policier blessé a été transporté à l'hôpital de Saint-Joseph-Saint-Luc. Des renforts sont appelés sur place et ils sont parvenus à interpeller 3 individus. Mais, comment expliquer mais c'est un truc de fou, quoi. Je veux dire, le gars, il se retrouve avec une commotion cérébrale.
pour simplement, il est venu se faire son boulot. Monsieur, vous faites du bruit, c'est la nuit, et voilà. Eh ben non, pas du tout. Allez, je m'en prends aux policiers. Ah oui, une autre triste nouvelle aussi, c'est à Bayonne. Un chauffeur de bus, je crois de 59 ans, indique à des personnes qui montaient dans ce bus qui ne pouvaient pas monter, ils n'avaient pas de titre de transport. Le port du masque est obligatoire. Eh ben, ça s'est mal passé. Ils ont pris à partie le chauffeur de bus. Et ce monsieur est en état de mort cérébrale. Il a été tabassé par 3-4 personnes. Voilà, donc c'est très triste. Enfin bref. Voilà. Bien, le gouvernement. Enfin bon, quand même très triste, mais c'est un truc de fou, quoi. Vous faites votre boulot, vous êtes chauffeur de bus, vous dites monsieur, vous n'avez pas de ticket, vous montez pas. Non mais là vous risquez la mort. Et je pense que ce monsieur va certainement décéder s'il est déjà en état de mort cérébrale. Mais où on va, quoi, je veux dire. Putain, c'est de la folie, quoi. Donc en fin de compte, n'importe quel sauvage monte dans le bus et impose sa loi, quoi. Bon, le gouvernement de pied nickelé. Bon, je ne reviendrai pas sur Darmanin, hein. Roselyne Bachelot à la culture. Elle qui faisait les comiques, qui allait dans des émissions assez d'un très haut niveau intellectuel, n'est-ce pas, hein. Enfin bon. Quelque part, vous avez l'impression que Macron fait le ménage pour préparer 2022, hein, sans avoir, comment dire, d'opposants au sein de son gouvernement, hein. Ceux qui sont nommés ne seront que des petits soldats de pacotille. Bachelot à la culture. En fin de compte, c'est la France en marche arrière, hein. Elle qui disait qu'il était hors de question, qu'elle ne reviendrait jamais en politique. Enfin bref. Dupond-Moretti à la justice. Rappelez-vous quand même que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, hein, mais quand même, pour oser dire, il est certain que tout accusé a droit à un avocat pour le défendre, hein. Bon, c'est comme ça. Mais quand même, se dire honoré et fier d'être l'avocat du frère, donc d'un monsieur qui s'appelle Abdelkader Mera, qui a été condamné, je crois, à 30 ans, donc il est fier des exploits meurtriers de Mera, à Toulouse et à Montauban, en mars 2012, des soldats français assassinés, des soldats de confession musulmane, français, on est d'accord, et des enfants juifs tués dans leur école. Et comment être fier de défendre ces personnages. Là, c'est quand même assez glauque. Bon, bref. Rappelons que Roselyne Bachelot, ancienne ministre, bon, effectivement, elle passe dans des émissions ringardes, et elle a quand même été dans des trucs un petit peu bizarres. Elle s'est occupée de l'APCEA, l'Association parlementaire pour la coopération euro-arabe, et elle a été l'un des deux coprésidents donc de cette association, et à l'époque, l'APCEA, par sa présidente, donc Madame Roselyne Bachelot, a réclamé à l'unanimité, le 1er octobre 1998 en Autriche, que l'Europe supprime la participation d'Israël dans le partenariat européen. En effet, en avril 1999, également, la France et la Belgique ont refusé de maintenir l'accord économique signé en 1995 entre l'Europe et l'Israël. Et Mme Bachelot représentait la France. Il faut savoir également qu'entre 1994 et 2002, plus d'1,5 milliard d'euros furent versés à l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies, pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Voilà. Bon. C'est un petit peu spécial comme positionnement. Mais bon, après, ouais, donc, quelque part, on vous parle aussi de l'action des sionistes, hein, qui imposent leurs idées, mais d'un autre côté, il y a des choses qui s'équilibrent aussi. Après, je ne veux pas prendre parti. Moi, je me contente simplement de transmettre un petit peu des informations. Et après, bon. Enfin bon, j'ai envie de dire que le nouveau gouvernement Castex, bientôt on l'appellera le gouvernement Castois. Franchement, les Français sont des veaux, parce que imaginez un président de droite qui nommerait un avocat qui aurait défendu simplement un identitaire. C'est quand même un gars qui serait monté sur un toit avec un drapeau en disant le racisme anti-blanc. Hein.
ben, c'est quand même moins grave que d'être le complice d'un assassin qui a tué des enfants juifs dans une école. Hein. Mais bon. Eh bien, si on nommerait cet avocat de droite comme ministre de la Justice, ce serait éventuellement un tollé partout et les médias organiseraient des tables rondes accusatrices. Voilà. Mais là, c'est un président de gauche, vaguement de gauche, enfin bon, qui a travaillé dans un gouvernement PS de Hollande. Et là, c'est silence camarade. Hein. Tout le monde roupille devant son poste de télé. Voilà, la France est cuite et donc un de ces 4 matins, il va falloir passer à la caisse et régler la note et ça va être énorme et vous allez tous tomber de votre chaise. Hein. Et vous allez dire, mais je comprends pas. Oui, vous comprenez pas. Bah oui, mais quand vous avez 60-70% de personnes qui ne votent pas, qui ne font rien pour empêcher ces rigolos de prendre le pouvoir, et ben voilà. Hein. Donc, on voit bien que ce remaniement est destiné à servir les intérêts du candidat Macron pour 2022. C'est la première fois que le Premier ministre, dans la Ve République, se voit attribuer par l'Élysée son propre directeur de cabinet. Macron pourra décider ce qu'il veut quand il veut. Et Castex obéira. Le dit directeur de cabinet, c'est un socialiste 100%, la personne de Nicolas Revel, un fidèle de Macron. Il était sous la présidence de François Hollande, ce monsieur était en tandem comme secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Donc quand on vous dit que le gouvernement il est à droite, et voilà, justement, les médias continuent toujours dans la désinformation à outrance et osent affirmer que le gouvernement est à droite avec la marque de Sarkozy. Moi, je veux bien, mais relativement, Roselyne Bachelot est une anti-Sarkozy relativement forcenée. Darmanin a trahi Sarkozy, tout comme Bruno Le Maire. Et Dupond-Moretti a soutenu inconditionnellement Martine Aubry, notamment pour son élection à la mairie de Lille en 2008. Rappelez-vous que Dupond-Moretti est également partisan, toujours au nom de la liberté d'expression, c'est-à-dire que quelque part, il est fier de soutenir, d'être l'avocat d'un terroriste musulman, malheureusement, mais pour lui, il souhaite interdire le Front National, hein, c'est ce qu'il avait dit, je crois, en 2015. Voilà. Alors, comme quelqu'un qui sera à droite, j'ai du mal à percevoir. Hein. Donc, effectivement, c'est du grand n'importe quoi. La crise épidémique est toujours là. La crise économique va faire des ravages. On prend toujours des Français pour des imbéciles et des veaux. Et le président ne gouverne pas la France. Il est déjà en campagne électorale. C'est une grave anomalie politique qui prépare déjà tout pour ne pas avoir d'opposants et de rester toujours dans l'illusoire débat, combat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour être sûr de repasser comme la dernière fois. Voilà. Et que fait l'opposition? Rien, assez passive et relativement même au service de Macron. Hein. On l'a conseillé à Marseille où les Républicains ont clairement donné les clés de la ville à la gauche et même à l'ultra-gauche. Alors, je voudrais refaire un point sur 4 textes, mais vous allez comprendre des choses très très importantes. Donc l'homme choisi par Édouard Philippe pour organiser la sortie du confinement, à l'époque, hein, il y a quelques mois, n'était pas seulement un ancien du ministère de la Santé qui a contribué à la destruction d'hôpital, c'était un haut fonctionnaire qui cumule divers revenus, divers émoluments, généralement environ, pour vous en avez entendu parler, un peu plus de 200 000 euros par an. Il est effectivement président de l'Agence nationale du sport, délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, maire de Prades, conseiller départemental des Pyrénées-Orientales. Il avait été, ce monsieur, déjà secrétaire général adjoint de l'Élysée par Nicolas Sarkozy en 2011. Hein. Voilà. Effectivement, sa déclaration avait été publiée 160 000 euros net en 2019 pour être délégué interministériel, plus ses émoluments de maire, 22 000 euros, 25 000 pour son mandat de conseiller départemental, donc plus de 200 000 euros. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas une personne, un homme de conviction, c'est plutôt peut-être un cumulard ou un technocrate qui ne fera pas de l'ombre à Emmanuel Macron pour 2022, ça c'est sûr. Alors, il a noté évidemment que les Républicains servent de vivier à la politique de Macron. C'est-à-dire de temps en temps, j'en prends un ou deux chez les LR
pour équilibrer et faire quoi? Faire en sorte que les LR n'émergent pas comme parti d'opposition. Ils ont perdu donc un nouveau membre. Effectivement, Jean Castex, il a résilié son adhésion aux Républicains dès qu'on a su la nouvelle. C'était vendredi 3 juillet. Donc ce scénario, quelque part, rappelle celui de 2017, lorsqu'Édouard Philippe, maire LR du Havre, avait été choisi comme chef de gouvernement, amorçant une fuite des élus vers la République En Marche, qui a complètement démoli le parti LR, Bruno Le Maire à l'économie, Gérald Darmanin au compte public, et puis voilà. Donc évidemment, LR reste toujours affaibli par ce siphonnage, mais ne souhaite pas se laisser piéger à nouveau, mais enfin bon, est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Oui, il y a des gens comme Jean Castex qui préfèrent leur carrière plutôt que leurs convictions, et la lâcheté politique est devenue une banalité. Il est certain que d'autres débauchages vont intervenir. Le président n'a qu'à ouvrir le bottin mondain et il fera son casting. Donc une droite désunie, ça fait vraiment les beaux jours de la Macronie, et ça favorise l'alliance écologiste, la preuve, Marseille, et on l'a vu. Alors, si on revient un petit peu dans le détail, Emmanuel Macron a privilégié ce qu'on peut appeler des punchers, c'est-à-dire des personnalités qui promettent de détonner dans le paysage médiatico-politique, c'est-à-dire Éric Dupond-Moretti, un avocat vedette, Roselyne Bachelot, une ancienne ministre devenue animatrice télé, qui redevient ministre, et puis en interne, les plus combatifs, les plus politiques aussi, ils sont promus. Darmanin, Bruno Le Maire, une que j'aime pas du tout, c'est Amélie de Montchalin, voilà. Mais par contre, les gens un peu cabossés, fragilisés pour les batailles à venir, comme Christophe Castaner, Sibeth Ndiaye, qui a montré sa grande intelligence, son sens de la propos, viré. Sanctionner aussi ceux qui avaient pollué les municipales, comme Didier Guillaume et Jean-Baptiste Lemoyne, qui s'étaient portés candidats à Biarritz sur 2 listes concurrentes, alors qu'ils appartenaient au même gouvernement. Les mecs, ils disent, c'est bon, putain, allez, retournez jouer, oui, mais on vous vire, vous êtes déjà des brels. Donc, Emmanuel Macron a séparé le bon grain de l'ivraie, et il a gardé les meilleurs, les plus combatifs, et sorti les plus fatigués, et puis a fait rentrer donc des nouveaux buteurs. Et Jean Castex, à aucun moment il a décidé, en fin de compte, du poste de qui que ce soit dans le gouvernement. On peut se poser des questions sur sa capacité dans les semaines prochaines à venir imposer une autorité sur une équipe qui sont quand même des fortes têtes bien dessinées à en découdre et à exister tout azimut sur le terrain médiatique. Chacun aura bien sûr à cœur de revendiquer, n'en doutez pas, une relation personnelle avec le président de la République. Donc, le Premier ministre sera juste un coordinateur, et puis on a droit à des ministres qui sont quand même survitaminés, et tout sera chapeauté par le président, une hyper-présidence, qui sera face à l'opinion. Il n'y aura pas le paratonnerre, si vous voulez, du Premier ministre, qui n'est vraiment plus qu'un exécutant, et voilà. Et donc Emmanuel Macron sera face à l'opinion, et il va jouer son va-tout, et on saura s'il a gagné son pari en 2022. Alors, je reviens sur un point technique que peu de gens connaissent, et je fais le lien avec les manifestations pour la santé et les négociations qui ont lieu actuellement. Monsieur Jean Castex, on disait un inconnu à Matignon. Pourtant, le monde de l'hôpital ne le connaît pas, mais en fin de compte, grâce à son passage au ministère de la Santé, il a été le promoteur zélé d'une réforme de la tarification hospitalière, dite T2A, l'un des piliers de la transformation de l'hôpital en entreprise. C'était ou vous êtes rentable, ou vous fermez. Si vous voulez, la tarification de l'activité a fait de l'hôpital une entreprise de production de soins. Avec elle, l'établissement ne reçoit plus un budget destiné à répondre à ses besoins, mais est rémunéré d'après sa production. Et sa production, comme dans toute entreprise, doit être suffisante et rentable. Les hôpitaux sont incités financièrement à sélectionner les pathologies les mieux rémunérées et les patients n'entraînant pas de surcoût, comme par exemple les personnes âgées ayant de multiples pathologies. Alors ça, on ne les garde pas. Donc,
La T2A pousse à la fermeture des services de soins ou des maternités de proximité qui n'atteignent pas leur seuil de rentabilité. Pour être rentable, un séjour doit être court, donc mieux vaut renvoyer au plus vite, et parfois trop vite, le malade chez lui, quitte à le réadmettre quelques jours plus tard, en générant un nouvel acte à nouveau rentable. Hein, il rentre à nouveau, le malade, donc du coup, allez, j'ouvre un nouveau dossier, et bling, je touche des sous. Les missions de service public, la nécessité de disposer de lits disponibles pour faire face à des événements exceptionnels comme des épidémies, n'ont guère de place dans un tel système. Castex, en tant que directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins au ministère de la Santé, fut l'homme qui défendit et mit en place cette réforme. Il déclarait au Monde en 2006 « Ce système nécessite un gros travail de pédagogie. Il a le mérite d'obliger tous les établissements à se regarder avec lucidité. » Ben oui. Théoriquement, les personnels hospitaliers, si vous voulez, demandent l'abolition de ce système qui a un financement fondé. Ils souhaitent un financement plutôt fondé sur les besoins, avec l'exigence de recrutement massif pour l'hôpital. Et voilà, ça fait que les personnels hospitaliers sont en lutte depuis plus d'1 an. Et voilà. Et donc, comme je vous le disais précédemment, le directeur de cabinet, c'est Nicolas Revel, ancien directeur de l'assurance maladie et défenseur de toutes les politiques d'austérité. Donc voilà, actuellement il y a ce qu'on appelle le Ségur de la santé. On pourra peut-être dire quelque chose, c'est que le monde d'après, qui était vanté par Emmanuel Macron, c'est bien le retour du monde d'avant, avec les pires acteurs de cet ancien monde, M. Castex, M. Revel, et voilà. Donc, pour Macron, le temps des héros, les héros, les infirmiers, les médecins, c'est bien passé. Et puis pour les personnels hospitaliers et leur soutien, c'est toujours le temps de la lutte pour la défense de l'hôpital public. Et c'est toujours à l'ordre du jour. Et ce n'est pas la première fois que je vous parle de cette lutte pour maintenir, si vous voulez, cet énorme avantage qu'est l'hôpital public, les soins pratiquement gratuits, la sécurité sociale, enfin tout ce qui y a avec. D'ailleurs, le monde entier nous l'envie. Une partie du monde vient d'ailleurs s'y faire soigner plus ou moins gratuitement. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Bon, il y avait des informations relativement un petit peu très techniques, mais voilà, il faut savoir que c'est le monsieur qui a voulu rentabiliser l'hôpital. Et on peut être libéral au niveau de l'économie, certes, mais il y a quand même ce qu'on appelle des fonctions régaliennes de l'État, la police, la justice, l'hôpital, voilà, que toutes les personnes puissent se faire soigner sans être obligées de prendre un crédit, et de laisser leur carte bancaire tout de suite à l'accueil de l'hôpital, hein, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques semaines, quand moi-même je me suis trouvé dans un service d'urgence. Donc voilà, on cherche à détricoter ce service public. Soyez-en conscients et faites en sorte que des gens qui proposent une politique très très ultra-libérale, comme M. Macron et d'autres, sachez que vous jouez contre votre camp. Et vous ne viendrez pas vous plaindre dans 10 ou 15 ans quand vous ne pourrez pas vous faire soigner. Voilà. Écoutez, merci pour tous les messages, merci pour tous les commentaires. Ma foi, partagez. Ce ne sont pas des nouvelles fantastiques, hein, on est d'accord. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc, ma foi, le nouveau gouvernement n'en attendait rien. Au contraire, on va nous reparler de la réforme de la retraite. Donc, en fin de compte, depuis des mois, je croyais qu'ils allaient annuler les réformes, et en fin de compte, ils y reviennent déjà, alors qu'il y a 3 mois, on nous disait c'est bon, on annule. Voilà. Donc, comme quoi, on vous prend vraiment pour des imbéciles. Moi, je le savais, hein, mais bon, il y a encore des gens qui sont des illusions et qui votent pour des candidats en marche. On l'a vu au Havre, notamment. Et voilà. Puis alors maintenant, il va falloir tenir compte encore des écologistes, et là, ça va être compliqué. Parce que ces gens, ils sont écologistes, mais en même temps, ils sont mondialistes, pour le libre-échange. Donc, comment peut-on dire
On veut supprimer la voiture, enfin surtout le diesel, l'essence, etc. Peut-être au profit de la voiture électrique, avec ses batteries. Rappelez-vous qu'il y a des tas de gamins qui sont esclaves et qui grattent la terre pour trouver des métaux rares qui vont servir pour la matière première, pour la fabrication des batteries. Hein. Donc on est complice d'un esclavage, hein. Ça, faut être sûr. Un esclavage actuel, hein. Je ne vous parle pas de l'esclavage voilà, des champs de coton. On est toujours complice, hein, d'accord. Et puis ces gens, en fin de compte, sont partisans du libre-échange. Donc, comprenez que ce qui pollue le plus, les centrales à charbon, les déplacements très très importants de poids lourds qui traversent la France, et tous les containers charriés par des super tankers, des super bateaux, voilà, qui amènent des tas de produits, qui amènent de la viande d'Amérique du Sud, du Canada, enfin tous les accords qui ont été faits. Il y a encore des accords qui ont été passés, je crois, il y a un mois avec le Vietnam. Tout est pour favoriser le libre-échange. Donc tout cela fait couler nos propres fabrications, bien sûr. Hein. Et voilà, d'ailleurs, tenez, on a filé d'argent à Airbus pour aider Airbus dans cette crise difficile, mais en fin de compte, cet argent sert à licencier des milliers de salariés. Air France, pareil. Peugeot, pareil. Enfin bon, on donne de l'argent et en fin de compte, ces grosses boîtes licencient quand même. Voilà. Je suis sidéré. Rappelez-vous l'histoire d'Alcatel. On devait faire un grand champion européen, Alcatel racheté par Nokia. Et Nokia vire tous les chercheurs français et donc plusieurs centaines, voire milliers de personnes vont se retrouver licenciées. Et ça, c'était une opération qui avait été mise en place avec le soutien d'Emmanuel Macron. Et encore une fois, comme Alstom, comme Lafarge, les ciments, comme d'autres choses, tout ce qui a été chapeauté par Macron, en fin de compte, tout se retourne contre le salarié français et contre l'industrie française et contre la souveraineté de la France. Voilà, ce monsieur, en fin de compte, dès qu'il touche quelque chose, ça, voilà. Il avait aidé, je vous en ai parlé la dernière fois, il avait aidé pour l'acquisition de SFR son copain Drahi. Qu'est-ce qu'il y a eu au bout de 2 ans ou 18 mois, je ne sais plus, hop, 5000 personnes en moins chez SFR. Donc, vous voyez, en fin de compte, il est complice des hyper patrons mondialistes et voilà. C'est comme ça, ce sont les faits, je veux dire, de droite, de gauche, fascistes, communistes et tout, peu importe, je veux dire, c'est la constatation. Moi, je suis pour que les gens puissent travailler et cotiser. Et s'ils cotisent, c'est pour le bien de tous, c'est de l'argent qui rentre dans la caisse commune de l'État et qui aide à payer tous les services publics, notamment l'éducation, notamment les hôpitaux. Je veux dire, moi, tout ce que je demande, c'est ça. Voilà, mais bon. Donc, encore une fois, la preuve avec Alcatel, Nokia, vous avez la preuve que toutes les décisions prises par Macron. Oui, je vous disais, j'ai eu une légère petite coupure. Je vous disais qu'effectivement, on a la preuve que toutes les mesures prises par Macron, tous les accords, tous les rachats d'entreprises par des entreprises étrangères, des multinationales, et en fin de compte, tout tourne à l'eau. Et toutes ces décisions qui ont été prises le sont en fin de compte contre la France, contre l'emploi en France, contre la souveraineté de la France. Voilà. Donc, en fin de compte, M. Macron, il est complice de tout ça. Il a tout couvert et il a tout manigancé. Dans l'histoire, est-il gagnant au passage sur sa fortune personnelle, où ça lui permet peut-être de rembourser les gens qui l'ont aidé à financer sa campagne? Moi, je ne dis rien, je m'interroge à voix haute. Je n'ai pas de preuves. Enfin bon. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Allez. Je vous laisse, il est temps d'aller travailler pour le bien-être de la France. Merci, à très bientôt. Au revoir. Moi, je suis toujours là, bon pied, bon oeil. Merci beaucoup. Au revoir.